Ugooz, fabricant de box Android, est notamment réputé pour proposer certaines des box TV les plus performantes pour la lecture vidéo et audio, notamment pour la lecture Dolby Vision, l'audio HD et Hi-Res. Malheureusement, dans la plupart des cas, leurs appareils ne disposent pas des DRM et certifications nécessaires pour obtenir les définitions maximales sur les applications de streaming protégées telles que Netflix, Prime Video, Disney+, etc. Et il faut donc se contenter de la lecture vidéo de fichiers qu'on stocke sur un NAS ou sur un disque dur, de la lecture IPTV, des services de streaming non protégés ou de certains APK bidouillés. Cependant, leur dernière box haut de gamme SK1 intègre les DRM Widevine Level 1, permettant ainsi de débloquer le streaming en 1080p et 4K sur de nombreuses applications de SVOD. Salut tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai pensé de la Ugooz SK1, une box TV Android haut de gamme avec un processeur puissant et équipé de 8 Go de mémoire RAM. Et si ça vous intéresse, restez connectés. Cette Ugooz SK1 m'a été fournie par Ugooz pour que je puisse réaliser un test et donner mon avis. Si elle vous intéresse, je vous ai mis des liens en description de la vidéo pour la commander. Donc voilà la boîte de la Ugooz SK1, elle annonce direct la couleur, Dolby Vision Atmos, DTS HD, 8K. À l'intérieur on a la box, on va la prendre, on la met de côté. On a un peu de mousse pour protéger les chocs. On a un livret, un guide utilisateur. On a une alimentation 24 watts, ça consomme pas beaucoup, c'est une box TV. On a un câble HDMI et on a la nouvelle télécommande Ugooz. Alors elle est plus intéressante que les précédentes télécommandes qu'on avait sur les appareils Ugooz. On retrouve les touches de navigation, les contrôles de lecture, lecture pause, retour ou avance, une touche pour le contrôle vocal avec un micro, mais aussi un gyroscope. Ça permet d'afficher un pointeur de souris à l'écran et de le déplacer avec la télécommande dans les airs, comme ça. C'est notamment utile pour certaines applications Android qui n'ont pas été prévues à la base pour Android TV. Alors voilà la box. Elle a un aspect un peu original, assez différent des anciens appareils de la marque. Elle est rectangulaire. Ses dimensions sont de 16,9 par 10,8 par 3 cm. Voici la tranche avant de la box. Ça a un aspect un peu miroir. Sur la tranche gauche, on n'a rien de particulier. Et sur la tranche de l'autre côté, on n'a rien non plus de particulier. Au dos, on a la prise pour l'alimentation. On a un port USB 3.0 OTG, un port USB 2.0, un port RJ45 gigabit, un port HDMI 2.1A, une sortie audio optique SpeedIF et une autre prise audio 3.5 mm. Or au dos, on a 4 petits patins dans les angles pour l'adhérence. Et on a tout de même quelques petits trous sur les côtés pour évacuer la chaleur, pour ventiler un petit peu. La Ugooz SK1 est équipée du puissant processeur AMLogic S928XK, gravé en 12 nanomètres et cadencé jusqu'à 2 GHz. Il est composé d'un cœur Cortex A76 et de 4 cœurs Cortex A55. Cette puce est même plus puissante que le Tegra X1 Plus des Shield TV en performance monocœur CPU. C'est associé à 8 Go de mémoire RAM LPDDR4 et 128 Go d'espace de stockage eMMC. Les déplacements dans l'interface sont très rapides, c'est en partie grâce au processeur très puissant, mais aussi grâce aux interfaces très légères disponibles sur cet appareil. Les 8 Go de RAM sont intéressants, c'est supérieur à la plupart des appareils du genre. Néanmoins, étant donné qu'on est sur un système 32 bits, on reste limité à 4 Go maximum par application. Le problème vient de AMLogic qui ne fournit pas de quoi utiliser un système 64 bits avec ce processeur. Espérons tout de même que dans une future mise à jour, grâce à l'aide de AMLogic, il soit possible d'avoir un système 64 bits. Les entrées et sorties d'applications se font rapidement, d'autant plus qu'il est possible de conserver de nombreuses applications ouvertes en arrière-plan pour y accéder plus rapidement grâce aux 8 Go de RAM. De plus, avec 128 Go d'espace, il est possible d'installer de très nombreuses applications et de stocker de nombreux contenus. Comme je disais en intro de la vidéo, les box Ugooz sont réputées pour leur capacité en lecture vidéo et audio, et celle-ci ne déroge pas à la règle, elle a quasiment tout bon. Le VPU prend en charge les codecs populaires AV1, H265, H264, VP92, AVS3, AVS2, etc. avec une sortie vidéo et un affichage jusqu'en 8K à 60 Hz ou jusqu'à 120 Hz sur les définitions inférieures comme le 1080p ou la 4K. Le boîtier prend en charge les formats HDR, HDR10, HLG et les formats HDR dynamique, HDR10+, et Dolby Vision. Le Dolby Vision Profil 5 et Profil 8 sont pris en charge. Le Dolby Vision Profil 7 est bien lu, mais la couche d'amélioration FEL n'est
n'est pas prise en charge. Autrement dit, vous pouvez avoir du Dolby Vision sur les contenus provenant des services de SVOD, car ils utilisent le Dolby Vision Profil 5. On va dire c'est le Dolby Vision le moins performant, plus adapté pour le streaming. Et vous pourrez aussi avoir du Dolby Vision pour les films provenant de Blu-ray, mais pas dans la meilleure qualité possible. Ça sera plutôt comparable à du Dolby Vision Profil 8, qui est d'un peu moins bonne qualité que le Dolby Vision Profil 7. Dolby n'a pas ouvert sa bibliothèque de sources fermée pour prendre en charge le Dolby Vision FEL sur les appareils avec processeur S928X et ne le fera possiblement jamais, malheureusement. Si vous souhaitez un appareil qui prend en charge le Dolby Vision Profil 7, double couche, double piste avec amélioration FEL, il faut se tourner vers des appareils comme la Uguse AM6 Plus ou AM6B+. J'ai lu sans problème tous mes fichiers 1080p et 4K. La plupart de mes fichiers 8K ont été correctement lus, sauf un fichier avec lequel j'ai eu quelques artefacts. Mais c'est le cas avec la quasi-totalité des appareils que j'ai testés. Alors très intéressant, cette Uguse SK1 dispose de fonctionnalités d'amélioration de la qualité d'image et d'upscaling par intelligence artificielle. Un peu comme on a sur Shield TV, mais avec plus de possibilités de paramétrage. Et je trouve personnellement que ça fonctionne plutôt très bien. Après, bien évidemment, c'est dépendant de la TV que vous avez. Certaines TV disposent déjà de fonctionnalités d'amélioration de la qualité d'image et de l'upscaling par intelligence artificielle. De plus, l'appareil dispose d'un ajustement automatique de la fréquence d'affichage à la cadence du contenu qu'on est en train de lire, très performant et avec de nombreuses possibilités de paramétrage. Ça permet de passer automatiquement l'appareil en 24 Hz quand on regarde un film en 24 images par seconde pour éliminer les micro-saccades lors de certains mouvements de caméra et obtenir une meilleure impression de fluidité. Du côté audio, c'est quasiment tout bon, il n'y a pas grand chose à demander de plus. On peut lire les formats audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital True HD, le Dolby Atmos compressé et sans perte, le DTS HD et le DTS X. Le Dolby AC4 est aussi pris en charge. Et du côté de la lecture audio musicale, on a une prise en charge des fichiers audio high-res 32 bits, 192 kHz. Cette Uguse SK1 embarque les DRM Widevine Level 1. Cela permet d'utiliser la plupart des services de streaming vidéo dans leur définition maximale, c'est-à-dire 1080p ou 4K. J'ai par exemple pu utiliser l'application Disney Plus en 4K. Attention, elle n'est pas disponible dans le Play Store. Je l'ai téléchargée depuis un store alternatif. Mais j'ai pu aussi regarder les contenus de Prime Video en 1080p. Mais pas en 4K par contre, il aurait fallu les DRM Play Ready. Et sur de très nombreuses autres applications, on peut avoir la 4K. En revanche, étant donné qu'il n'y a pas de certification Netflix, on est malheureusement limité dans ce cas à de la basse définition 540p. Mais il existe une extension Netflix pour l'application Kodi qui fonctionne sur Corelec et qui permet de visualiser les programmes Netflix de son abonnement en 1080p. Mais ça reste un petit peu de la bidouille. L'ajustement automatique de la fréquence d'affichage fonctionne sur les applications de streaming vidéo, sur toutes je pense, ou sur la plupart. Il suffit pour cela de sélectionner les applications que l'on veut associer à cette fonctionnalité dans les paramètres. Ça fonctionne bien, la fréquence de la box est bien ajustée automatiquement à la lecture d'un contenu vidéo, mais ça peut amener quelques problèmes sur certaines applications. Je m'explique. Quand vous naviguez sur une application, vous passez de vignette en vignette et sur certains services, ça lance des vidéos automatiquement, soit la bande-annonce, soit le début de la vidéo. Et dans ce cas, la box va constamment ajuster automatiquement la fréquence d'affichage, avec en plus un écran noir, si vous n'avez pas une télé compatible avec le QMS, pour supprimer les écrans noirs lors du changement de fréquence. Dans ce cas, la solution est soit de désactiver la lecture automatique des vidéos, si l'option est disponible dans l'application, soit de désactiver l'ajustement automatique de la fréquence d'affichage pour cette application et d'ajouter la possibilité d'ajuster la fréquence d'affichage sur une touche de la télécommande. C'est possible de le faire. Et donc d'actionner la touche au démarrage d'une vidéo. Les applications de playlist IPTV fonctionnent très bien. On a une bonne qualité d'image grâce aux paramètres d'amélioration IA et la vitesse de zapping est ultra rapide. J'attire votre attention sur le fait que vous pouvez devenir membre de la chaîne YouTube Culture Chronique. Ça vous permet de me soutenir, mais aussi d'avoir des badges fidélité, des emojis personnalisés, d'avoir accès aussi à certaines vidéos en avance et d'avoir accès aux objets que j'ai testés qui sont quasiment neufs et que je mets en vente à prix préférentiel.
Le processeur AM Logic S928XK intègre une partie graphique Mali G57 MP2. C'est performant, même si on n'atteint pas encore la puissance graphique d'une Shield TV, niveau performance brute. On est plutôt proche de certains smartphones d'entrée de gamme, comme le Xiaomi Redmi Note 14 4G. C'est même un tout petit peu moins performant. Cela permet de jouer à la plupart des jeux Android et Android TV dans des conditions correctes. Bien évidemment, s'ils sont compatibles avec une manette, un clavier et une souris, ou via une application de mappage de touches. J'ai pu jouer à PUBG avec des réglages graphisme HD et fréquence d'image élevée, ça ne m'a pas posé de problème. Et j'ai pu jouer à Call of Duty mobile en réglant la qualité graphique sur moyen et avec une fréquence d'image élevée. Il est possible de jouer en cloud gaming à des jeux PC via GeForce Now pour profiter de jeux AAA avec des graphismes modernes. J'ai juste été déçu par le fait que Nvidia limite son service au 1080p 60 fps. Néanmoins, la SK1 va doubler le nombre d'images pour les afficher sur un écran 120 Hz, ce qui va donner une meilleure impression de fluidité. La Uguz SK1 est compatible avec la distribution EmuElec, un système dédié aux jeux vidéo rétro qui s'installe sur une clé USB. Ça va permettre de rejouer aux anciennes consoles jusqu'à certains jeux GameCube. La PS2 n'est pas disponible sur EmuElec, mais un émulateur PS2 Android est disponible dans le Play Store. Malheureusement, il fonctionne en 32 bits, il n'est donc pas performant et les jeux sont injouables, beaucoup trop lents. Malgré que le boîtier soit en plastique, les températures sont correctes. La Uguz SK1 tourne sous Android 11 en version 32 bits. Deux interfaces différentes sont disponibles sur cette box, comme sur la plupart des appareils Uguz. En premier, on a une interface appelée Launcher 3. Ça ressemble à l'interface qu'on peut avoir sur une tablette. C'est plus adapté pour un usage de type mini PC sous Android, avec un clavier et une souris. On a des fenêtres flottantes. On a la possibilité de séparer l'affichage en deux applications pour travailler sur deux applications en même temps. On a une barre de navigation inférieure comme sur un smartphone et une tablette pour revenir en arrière, accéder directement au menu principal ou au multitâche. Et bien évidemment, on a aussi le multitâche pour fermer des applications. On a la possibilité d'installer des widgets, on a la barre de navigation supérieure avec des notifications. Voilà en gros pour cette interface qui ressemble en gros à une interface de tablette. La deuxième interface disponible est plus adaptée pour un usage de type Box TV, pour la lecture vidéo et audio. Dans les deux cas, les applications s'installent depuis le Play Store Android. On a donc seulement des applications Android version smartphone tablette, mais il est aussi possible d'installer des applications Android TV, mais dans ce cas, il va falloir passer par des stores alternatifs ou télécharger directement les APK sur Internet. Mais pas de problème pour utiliser des applications Android TV. Certaines applications, notamment certaines applications de streaming vidéo, peuvent afficher directement leur contenu sur l'interface, comme sur Android TV et Google TV. On voit directement le contenu de certaines applications, sans rentrer dans l'application. L'avantage ici, c'est qu'on n'a pas de publicité. L'interface est dépourvue de publicité, contrairement à Google TV et Android TV. Il est possible d'activer ou de désactiver certaines informations à l'écran comme l'heure, la date, la température, la météo, etc. Pour personnaliser encore plus l'interface, on peut modifier le fond d'écran en privilégiant n'importe quelle image. Sur les deux interfaces, on a le volet notification. On a aussi des notifications qui apparaissent à l'écran quelques secondes, etc. Si aucune des deux interfaces ne nous intéresse, il est possible d'en télécharger d'autres directement dans le Play Store. Il est possible d'installer très facilement et rapidement Android TV si on est fan de ce système. Uguz oblige, on a des mises à jour régulières pendant quelques années. C'est plutôt intéressant pour avoir des fonctionnalités supplémentaires au fil du temps. Le contrôle vocal est disponible via Google Assistant ou par un service Uguz. En revanche, pas de Google Cast. Il faudra se contenter d'un partage d'écran plus basique via Miracast, via des applications téléchargées, mais ça ne prend pas en charge les applications protégées par DRM. Et Uguz oblige encore une fois, on a un système avec de nombreuses fonctionnalités spéciales et de nombreux paramètres. La possibilité de paramétrer les boutons de la télécommande, de régler les boutons et le pointeur de la souris, la possibilité de choisir l'orientation verticale ou paysage des applications en mode smartphone ou télé, la possibilité d'afficher une barre de navigation inférieure et la barre de statut supérieure pour afficher certaines informations, la possibilité d'afficher plein d'informations à l'écran, l'adresse IP, l'adresse MAC, la température du processeur, des infos sur la RAM, sur l'affichage, etc. Tous les paramètres power de l'alimentation, la possibilité de transformer son appareil en serveur de partage de fichiers sans bas, la possibilité d'activer le routage de l'appareil en un clic, etc.
Niveau connectivité, nous retrouvons du Wi-Fi 6 2x2 MIMO qui m'a permis d'avoir des excellents débits internet de l'ordre de 760 mégabits par seconde avec une bonne portée. Autrement, nous avons aussi une connexion Ethernet gigabit grâce au port RJ45. Ça permet de connecter un câble jusqu'à sa box internet et d'obtenir des vitesses de l'ordre de 1000 mégabits par seconde. Enfin, pour connecter des périphériques tels que des écouteurs, des télécommandes, des enceintes ou des manettes, nous avons du Bluetooth 5.2 LE. Au niveau du prix, malheureusement, c'est assez élevé. On trouve cet appareil à partir de 200 €, voire un petit peu plus. Ça fait partie à l'heure actuelle des box Android les plus performantes. Et c'est la box TV la plus performante de Hughes avec la AM8 Pro. En conclusion, cette Hughes SK1 est une box intéressante, mais attention, je le dis à chaque fois que je teste des appareils de cette marque, c'est réservé à certains utilisateurs avertis, à certains utilisateurs qui n'ont pas peur de bidouiller. Si vous cherchez une box simple d'utilisation, notamment pour les applications de SVOD, c'est pas du tout celle-là qu'il vous faut. Cette box est réservée pour certains usages spécifiques. Au niveau des plus, j'ai noté l'upscaling et les améliorations de la qualité d'image par IA, le système complet est rempli de fonctionnalités spéciales, la barre de navigation et le volet de notification, l'affichage 8K à 60 Hz ou 4K à 120 Hz, le mode route avec Magisk intégré, le mode serveur de partage de fichiers, la puissance, on a 8 Go de mémoire RAM, l'interface sans pub, le suivi et les mises à jour régulières, le fait qu'elle est très bonne en IPTV, tous les formats audio, cinéma pris en charge, l'ajustement automatique de la fréquence d'affichage, ses performances en lecture vidéo et audio, et le 1080p ou la 4K sur la plupart des applications de SVOD. Dans les moins, j'ai noté qu'on n'avait pas de Netflix et de Prime Video 4K, pas d'Android TV officiel, bien que ce soit impossible de l'installer très rapidement, pas de Google Cast, les 8 Go de RAM ne sont pas si utiles que ça à cause du système 32 bits et le prix très élevé. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette box. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si j'ai le temps, j'y réponds. Sinon, d'autres personnes peuvent vous répondre. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao, ciao!